Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et merci à vous d'être fidèles une fois encore et une semaine de plus à notre crypto rapport hebdomadaire. Aujourd'hui, samedi 14 octobre 2017 et on va regarder déjà tout ce qui s'était passé durant la semaine, donc la semaine du 9 au vendredi 13. Et aujourd'hui, samedi, on va analyser tous les faits importants de la semaine, tout ce qui a fait faire des mouvements magnifiques sur le Bitcoin. Comme vous le savez tous, maintenant le Bitcoin a dépassé les 5000. Rappelez-vous, on avait, nous, nos analyses qui nous donnaient les projections pour le Bitcoin à 6000 et voire même 6200, qui est réellement ma réelle target. Donc on va repasser tout ça en revue et on va aussi bien sûr voir les probabilités d'opération et de négociation pour la semaine qui vient. Donc qui va commencer aujourd'hui, on va dire même demain, dimanche 15 jusqu'au week-end prochain. OK? Et pour ce faire, on a réellement beaucoup d'informations et beaucoup de choses qu'on va passer en revue. Donc, je vais vous donner le programme. Donc, au programme, on va regarder bien sûr les gros titres de news sur cryptocoins.com et coindesk.com. Et après, directement, on va aller se focaliser à des articles bien particuliers pour voir réellement qu'est-ce qu'il y a, quels étaient les catalyseurs derrière cette hausse, qu'est-ce qui était favorable au Bitcoin. Et pour cela, on va aller au Japon, voir exactement ce qui est en train de se passer. On a encore un deuxième commentaire de Madame Christine Lagarde qui était très favorable face aux crypto-monnaies. Elle a parlé face à un panel d'investisseurs au IIF. Donc c'est le Institution International, no, International Institution Financial, quelque chose comme ça. Et donc on va voir exactement ce qu'elle a dit. On est encore en Inde, on va aller en Inde. La Banque centrale indienne est réellement en train de se développer et de réguler le Bitcoin donc de manière favorable. On va aller à Abu Dhabi aussi, qui est en train de réguler le Bitcoin et les ICOs. Et un point négatif, mais qui peut, on va dire 50-50, c'est la Russie. On va voir exactement les critiques et les commentaires de Monsieur Poutine. Et aussi un point négatif, il y a eu un flash crash qui a été rapporté sur Bloomberg, mais ce flash crash n'a pas été, comment dirais-je, pris en compte par la plupart des exchanges. Donc le Bitcoin aurait subi un flash crash d'entre 700 et 1000 dollars avant d'avoir sa superbe montée au-delà des 5000 dollars. Et donc on va s'intéresser à ça. Je vais vous donner l'article et la vidéo en lien de description en bas. Ensuite, toujours dans les news, on va aller au côté institutionnel et on va vraiment voir quelles sont les grosses institutions qui commencent à parler et en dire en bien et en mal. Mais maintenant, il y a eu plus de bien que de mal vu la montée puissante des prix. Et on va continuer encore avec Monsieur Jimmy Dimon. C'est Monsieur Jimmy Dimon qui est le directeur exécutif, enfin le CEO, directeur général de JP Morgan Chase, a encore parlé. Mais maintenant, il a dit des choses très importantes. Donc c'est une vidéo que je vais vous jouer en entièreté. C'est un clip de 3 minutes, mais il faut faire très attention à ce que ce monsieur-là a dit. Donc, lorsqu'on va y arriver, je vais donner mon commentaire et vous allez voir qu'il se permet de dire certaines choses. Et vous savez que par rapport à ce qu'il avait dit la première fois, il a été accusé de manipulateur et ensuite on l'a dénoncé et on l'a attaqué en justice là-bas. Mais vous voyez qu'il s'en fout, il n'y a rien qui lui est arrivé. Mais là, comment dirais-je, de manière très sarcastique et très ironique, il s'est permis de dire certaines choses, mais des choses qui avaient l'air marrantes, qui ont fait rigoler l'audience, mais qui étaient très sérieuses réellement dans le fond. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment envie qu'on y prête tous attention. Donc on va jouer ce clip-là un peu plus tard. Et ensuite, rappelez-vous, on a le fameux Segwit de X, donc encore un nouveau fork, une nouvelle bifurcation. Rappelez-vous, la première bifurcation a donné la naissance au Bitcoin Cash, donc BCH. Et maintenant, le 17 novembre, il y aurait donc dans moins d'un mois, on aura encore une possible nouvelle bifurcation, donc dans l'écosystème. Au sein de la communauté Bitcoin, ben voilà, il y a encore des choses qui sont à mettre au point et donc une possible nouvelle bifurcation pourrait voir l'horizon. Et donc ce serait encore une troisième coin qui peut être créée et on verra. Donc au départ c'était négatif, mais apparemment ça peut être quelque chose de positif. Donc ça aussi c'était l'un des catalyseurs qui a impulsé aussi cette hausse. Alors maintenant, continuons. Ensuite, on va voir le CEO, Monsieur Sergio Ermotti de UBS, qui va lui-même parler du Bitcoin, du blockchain et des crypto-monnaies en général. Donc, on va voir son avis et c'est très important. Donc, on va l'avoir là aussi parce qu'il va parler de sa relation avec les clients. Je vous rappelle que UBS est une investment bank, donc une banque d'investissement qui est la plus grande au monde, la plus large au monde, du même titre que les Goldman Sachs, mais ils sont encore un point plus au-dessus. Et ils ont en gestion ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, donc les super riches.
Donc les 0,1% des 1% et eux gèrent ces patrimoines-là. Donc on parle de beaucoup de milliards qu'ils ont sous gestion. Alors on lui a posé comme question lors d'une interview à Bloomberg, qu'est-ce qu'il faisait et quelle était la relation des clients avec les cryptos, le Bitcoin, le blockchain, ainsi de suite. Donc lui-même va y répondre et c'est très important ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit tous les gros players, comme on a vu maintenant les gros players qui sont rentrés, c'est ça qui a impulsé aussi les prix vu qu'il y a beaucoup de demandes pour ça et l'utilité qu'il y a derrière le Bitcoin et le blockchain fait que quand il y a de la demande et quand il y a des ICOs et des choses à développer au niveau fintech, la plupart de toutes ces applications, comment dirais-je, il faut avoir du Bitcoin pour pouvoir payer les services et ainsi de suite. Donc rappelez-vous, je vous parle toujours d'utilité. Il n'y a pas de fondamentaux ici, mais il y a une utilité. Donc ce qui fait qu'au plus d'applications vont être créées, le Bitcoin va subir une forte demande et donc de là, quand il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, comment dirais-je, les prix montent vu que il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc voilà. Et ensuite, on va finir par une vidéo où, bien sûr, on va encore rester dans le domaine des catalystes au sujet de la montée du Bitcoin, où vous allez voir tous les avis favorables de tous les big players, donc les gros hedge fund managers comme le milliardaire Novogratz qui est venu avec un fonds d'un demi-milliard, donc 500 millions de dollars, à investir spécialement et uniquement dans les cryptos, et beaucoup de personnes qui en parlent favorablement. Et donc, tout ça, on voit ce qu'on est en train de voir. Et bien sûr aussi, on va voir dans le premier article maintenant la place qu'occupe le Japon là-dedans parce qu'il y est pour beaucoup. Et on va faire un dossier spécial cette semaine toujours au niveau des big players, mais là c'est quelque chose de très 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 sérieux. On va aller à la BIS. Qu'est-ce que c'est que la BIS? La BIS c'est the Bank of International Settlements. Donc la banque des règlements internationaux, elle est basée à Basel, donc à Bâle, en Suisse, et c'est la banque centrale des banques centrales. Donc ceux qui dirigent tout. Quand vous voyez les trucs de la Fed, vous entendez parler de la Fed avec Madame Yellen, vous entendez parler de la BCE, donc la Banque centrale européenne avec Monsieur Draghi, ainsi de suite. Sachez que c'est la BIS qui est derrière et tout ça est contrôlé à partir de la Suisse. Donc c'est eux qui font les règlements monétaires, donc les polices monétaires internationales. Lorsque vous entendez parler sûrement de BAL 1, BAL 2, BAL 3, maintenant on est à BAL 3 et on est en train de développer le BAL 4, sachez que c'est eux qui gèrent tout ça. Donc c'est la banque centrale des banques centrales. Et maintenant eux, ils ont émis un avis et un rapport complet des crypto-monnaies, du blockchain, ainsi de suite, et ce qu'eux, ils voient. Et je vous dis déjà, ce qu'eux, ils voient, c'est un CBCC, donc Central Bank Cryptocurrency. Donc c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire avec leur blockchain, et c'est déjà bien, bien, bien avancé. Et donc, on va regarder, donc vous allez avoir le lien, on va regarder une vidéo d'introduction qui ne dure qu'une minute, et ensuite tout le détail de ce papier-là. Donc on va vraiment faire un dossier spécial là-dessus. Et il y a bien d'autres bonus vidéos qui sont toujours en relation avec des venture capitalistes, donc des gens de Silicon Valley et des gens de Wall Street, comment ils sont en train d'investir, et ceux qui pensent du blockchain et des crypto-monnaies, on va pas s'attarder là-dessus. C'est toujours du positif par rapport aux cryptos, mais là, vous aurez toutes ces vidéos et toutes ces interviews. Les liens seront dans la description de vidéo, ici en dessous. OK? Et ensuite, on va parler aussi du Ripple. Ripple a eu une forte montée, comme on était en train d'analyser, comme on était en train de l'attendre et on projetait, et une forte montée de 30%, et principalement pour des gros volumes en Asie et bien plus spécifiquement en Corée du Sud. Et donc, on va voir tout ça, on va détailler cet article-là et on va le commenter. Deuxième partie de l'émission, ce sera la partie, bien sûr, comme d'habitude, le ranking, les performances, crypto et tout ce qui va avec. Et la troisième partie de l'émission, ce sera l'analyse technique que l'on va faire et le price action et les probabilités d'opération pour les prochaines semaines sur le Bitcoin, le Ethereum, le Dash, le Litecoin, IOTA et le Ripple et tout ça face au dollar américain. Et j'amènerai bien sûr mon commentaire et tout ce qu'il y a. Et donc voilà. Donc ça, c'est un peu une continuité de ce que j'étais en train de faire. Donc c'est la deuxième fois que je fais cela parce que comme je vous avais dit, ici au sein du JC Twim, comme vous voyez ici à l'écran, le www.jctwim.com, j'ai des personnes, des jeunes gens que moi j'ai eu en consultation privée, que j'ai formés. Maintenant, ce sont des personnes qui travaillent avec moi, qui sont mes partenaires. Et on a aussi développé le même type de crypto-rapport, mais en espagnol. Donc ici, vous voyez directement là à l'écran. On va vous en mettre un petit bout. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait. Et on a la première qui a été lancée hier. Et donc voilà, donc là rapidement, comme ça vous voyez un peu ce qui est fait, qui est avec moi et qui c'est qui est en train de, comment dirais-je, d'opérer, qui opère comme moi, qui fait ce que moi je suis en train de faire. Donc là, voilà, quoi. Donc vous avez la chose ici. Je vais inclure aussi cette vidéo
en description en bas. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est en espagnol, mais bon, j'espère que les traductions seront bonnes. Donc c'est exactement la même chose que je suis en train de faire ici. Donc les informations, l'analyse technique et on apporte nos commentaires. Et vous voyez que là, les crypto-monnaies desquelles nous on est en train de parler, c'est ce que nous on a directement en portefeuille. Et voilà, on explique aussi les opérations que l'on est en train de faire, comment est-ce qu'on a pu gagner les différents niveaux, ce qu'on attend et les probabilités, comment dirais-je, de négociation dans le futur. Donc là, vous avez réellement tout qui est là et qui est bien expliqué. Mais attendez, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette vidéo ne veut pas jouer. Donc je vais faire une chose, je vais aller directement ici, je vais regarder dans mes vidéos à moi. C'est là, je vais la bouger et je vais vous la remettre. Donc voilà, donc là comme ça vous allez la voir un peu. Et donc là, voilà, vous avez un peu l'équipe. Donc là, moi, vous me connaissez. Ça, c'est moi. Ça, c'est l'autre Sergio qui est mon partenaire ici au Jessie Twim. Et ça, ce sont d'autres personnes aussi qu'on a eu, que j'ai eu personnellement en formation. C'est moi qui ai formé les trois jeunes hommes. Ils ont passé un an avec moi. Et maintenant, bah, chacun d'entre eux opère aussi dans les cryptos et fait pas mal de choses. Donc, Sergio, que vous savez, qui bosse avec moi au Jessie Twim. David, il collabore avec nous au Jessie Twim. Et lui, il est l'auteur de son propre blog Mundo Finanzas, dont je vous ai parlé la semaine passée. Et vous avez les liens ici. Donc, il écrit des magnifiques articles. Et là, vous avez Benjamin, et qui est là encore. Et donc, voilà. Donc, maintenant, chaque semaine, nous, pour le public hispanophone, on a décidé aussi de faire les crypto-rapports et non les, fait les vendredis. Et donc voilà, donc là maintenant on a évolué pas mal, c'est-à-dire qu'avant on était dans tout ce qui était dans le nom Trading Watch, donc tout ce qui était actions nord-américaines, ainsi de suite. Mais ouais, dans un portefeuille, en tant que spéculateur, nous on cherche les actifs qui nous rapportent. Et les cryptos rapportent énormément. Quand on voit les mouvements de 1000 $ sur le Bitcoin, il n'y a aucun actif qui peut nous donner cela. Et donc voilà, donc on en parle et ils parlent eux tous aussi de ce qu'ils ont en portefeuille, de ce qu'ils font. Et donc voilà, donc c'est très intéressant. Et donc vous voyez exactement ce qu'on fait. C'est le même schéma que ce qu'on est en train de voir et de faire ici. Donc vous voyez que là, donc c'est la même mission, le même prototype. Vous voyez, chacun amène ses analyses, chacun est en train d'analyser le marché directement et parle un peu des différents actifs et des différentes positions qu'il avait. Et donc voilà qu'on détaille le tout. Et là, comme je disais aussi, on était en train d'essayer de ramener aussi des positions live pour montrer aussi ce qu'on fait avec un compte réel. Donc, on est en train de bosser là-dessus pour avoir, on va dire, un live trading qu'on va faire spécialement aussi pour YouTube. Donc là, voilà pour la petite histoire. Comme ça, vous avez vu un peu l'équipe, les personnes qui étaient là, parce que bon, il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont contacté et qui étaient très intéressées sur le côté éducatif et voir un peu ce qu'il y a. Donc voilà, vous avez vu des personnes réelles qui sont là, qui sont avec moi. Ben, si vous êtes intéressé, ben, vous verrez exactement ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils ont pu évoluer. Bon, maintenant, sans plus attendre, on va directement aller aux articles et on va regarder exactement ce qui est en train de se faire. Et là, on va regarder les gros titres à cryptocoinsnews.com. Et donc, on voit en gros ce qu'il y a, oui, l'Inde, la Banque centrale indienne qui est en train qui s'intéresse au Bitcoin et qui va commencer à le réguler. Et on a encore pas mal de choses. Donc, je vais parler de Madame Christine Lagarde. Donc, on va regarder cet article en particulier. On va voir ici Bitcoin qui est maintenant envoyé à une capitalisation de marché de 95 milliards, donc qui est plus grand que Goldman Sachs maintenant, donc ça c'est quand même quelque chose d'immense. Donc on va regarder tout cela aussi et encore pas mal de choses. Donc on dit oui ici, regardez, on a pratiquement tout le monde a les mêmes targets, maintenant la target de 6 000 $ et vous voyez que c'est une target que ça fait je pense un mois qu'on était déjà en train d'analyser ça depuis les grandes vacances. Donc pour ceux qui suivent l'émission, ce n'est pas nouveau pour nous, vous avez vu mes projections et mes analyses, donc voilà, donc tout est archivé. Il n'y a qu'à retourner derrière. Et maintenant, vous voyez ici encore, on est en train de vous parler de quoi? Oui, de la plus grande communauté du Bitcoin. Et en train, voilà, ils sont des très 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 forts supporters du quoi? Du Segwit 2X, donc la nouvelle bifurcation. Donc, vous voyez, ça aussi c'est quelque chose de positif. Et maintenant, vu que la Chine a banni le Bitcoin et les ICOs et pas mal de choses, donc en gros, donc son activité s'est vue très 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 réduite. Et ben, des pays comme la Corée du Sud, Singapour et principalement le Japon, ben, s'en sont bénéficiés. Et donc, vous voyez que eux, ils supportent ça fortement. Et donc de là, ben, vous voyez comment tout est en train de monter. Donc vous voyez, dans le reste du monde, ça continue à tourner. Et là, ce côté ici, China to issue state-run cryptocurrency, donc une crypto, donc on dirait, c'est quoi? Une crypto chinoise, donc ce serait le E1, donc le One Coin ou un truc pareil. Donc là, on va y arriver lorsqu'on va regarder l'article du BIS. Donc ça, c'est en gros ce qui se passe sur cryptonews.com. Et ne vous inquiétez pas aussi, toutes ces news-là seront directement dans le lien de description. On va voir un peu les gros titres à coindesk.com. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez encore ici
logique ou non, bah, le Bitcoin, donc la prochaine venue du prochain fork a boosté les prix vers le haut. Donc là, vous voyez que cet article ici, qu'est-ce qu'on peut prendre en relation ce qui se passe? Le gros volume venant maintenant d'Asie et des pays comme le Japon, la Corée du Sud et ainsi de suite, lorsque eux, ils sont favorables à tout ça, forte demande et donc hausse des prix. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et maintenant encore, qu'est-ce qui se passe? Jimmy Dimon, on va analyser, donc je vais vous donner directement ses propres mots, parce que moi j'aime bien parler avec du factuel, donc je ne suis pas seulement là, moi, en train d'amener mes commentaires, mais vous allez pouvoir voir, vous, exactement ce qu'il a dit, entendre ce qu'il a dit, et par rapport à ça, on va essayer un peu de décrypter certaines choses, parce que comme je vous dis, il a dit ça d'une manière très euphorique, très ironique et très sarcastique, mais il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il est en train de dire, et donc voilà. Donc ici encore, vous avez quoi? La World Bank, le président de la World Bank, everyone is excited about the blockchain. Donc tout le monde est super excité au sujet du blockchain. Donc vous voyez qu'on en parle énormément, 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 énormément. Et donc, vous voyez que partout encore ça continue. On a encore ici des news de Ethereum, des startups qui ont été employées maintenant par IBM, Oracle. Donc, ce sont des très grosses compagnies nord-américaines. Vous voyez Gibraltar encore avec des régularisations au sujet des startups blockchain. Encore une fois, ici, vous avez Madame Lagarde avec son Massive Disruptions. Donc, ça, on va voir ça. Dans son article. Ici, on parle des hard forks, donc encore qui viennent. Et là maintenant on parle de Ethereum dans ce cas-ci, donc vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a toujours des news et bien sûr la super montée, le Bitcoin qui avait atteint les 5800 maintenant, on a eu un peu de pullback, on est dans les 5700, enfin entre 5500 et 5700, mais ça va continuer à monter, rappelez-vous la target est 6000 et au-delà des 6000 c'est 6200 pour moi. Ok, donc ça aussi on va l'avoir et maintenant on va vraiment s'intéresser aux articles clés, donc on va aller là-dedans directement. Donc on va juste en souligner les grosses lignes. Voilà, numéro 1, on commence avec le Japon. Qu'est-ce qui se passe? Le Japon émerge comme euh, le plus grand pays où il y a le plus grand volume de Bitcoin. Avec le plus grand volume de Bitcoin tradé, maintenant c'est au Japon. Rappelez-vous, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi exactement ce qu'il y a derrière? Rappelez-vous ce qui s'est passé en Chine avec le PBOC, donc le Public Bank of China, qui a banni les ICOs, qui a commencé à fermer des exchanges. Rappelez-vous le BCC, qui était le plus gros exchange qu'on avait en Chine, qui a fermé et le plus grand et le plus ancien des exchanges, donc des maisons de trading, donc la bourse de Bitcoin qui a fermé. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup de personnes qui étaient dans le crypto-univers, on va dire ça comme ça, ont bougé beaucoup vers Hong Kong, mais Hong Kong c'est toujours la Chine. Et donc on a eu de la répercussion. Ils ont mis leurs activités principalement à une partie à Hong Kong, mais beaucoup en comment dirais-je, à Singapour. Donc rappelez-vous des messieurs comme John McAfee qui lui maintenant, des antivirus maintenant qui est aussi dans l'univers crypto. Il a une minière et ainsi de suite, donc il est basé à Hong Kong et pas mal de personnes étaient en train de bouger. Donc ça a bougé sur Singapour, sur Hong Kong et principalement où deux pays ont été très très favorisés par le mouvement chinois. C'était la Corée du Sud et le numéro un maintenant c'est le Japon. Et donc vous voyez maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a? On nous ramène les chiffres. Comme vous le voyez ici, ça c'est aux États-Unis, les gros exchanges, vous voyez que c'est Bitfinex le plus grand des exchanges qu'il y a. Mais maintenant quoi? Le volume au niveau des devises face auxquelles le Bitcoin est tradé, donc directement c'est le yen japonais, vous voyez, près de 60%. Et après vient le dollar. Donc ça fait quoi? Ça fait d'office. Et par défaut, par de facto, ben, le Japon maintenant est le pays qui a le plus gros volume de trade du Bitcoin. Avant, c'était le yuan et vous voyez ici le CNY, le yuan est vraiment tombé très 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 bas. Donc bien sûr, vous voyez encore que toute l'activité crypto se passe principalement au Japon. Si on prend en Asie et principalement maintenant au Japon, si on prend au Japon le Korean Won, donc le Won c'est la Corée du Sud, et le Chinese Won, donc vous voyez que toute l'activité se passe réellement là-bas. Vous voyez l'activité comment dirais-je, nord-américaine est quand même assez importante, mais pas autant. 60% pour l'Asie et rien que le Japon, c'est énorme. Donc voilà. Donc maintenant, comme vous êtes en train de le voir, ben voilà, en gros, l'article nous dit ceci, que le Japon maintenant devient le quartier général, le hub mondial du Bitcoin. OK? Donc voilà, ça c'est pour cet article-là. Donc maintenant on a ça, on va laisser ça de côté. Maintenant on va aller voir les paroles de Madame Lagarde. Vous voyez qu'il y a cette grosse ligne que tout le monde a repris ici. Donc massive disruption. Donc vraiment, c'est une disruption, on pourrait dire c'est quoi? C'est
du genre tremblement, du genre un bouleversement. Donc oui, ça vient vraiment bouleverser l'équilibre qui était déjà connu au sein du secteur financier et des industries bancaires et tout ce qui donne des services financiers. Donc voilà, elle a mis quoi? Les banques en garde que les crypto-monnaies vont ramener beaucoup de disruption, donc beaucoup de changements. Elles vont bouleverser l'ordre établi déjà. Donc c'est ça pourquoi, parce que rappelez-vous en gros le principe c'est quoi? Ce que ce mystérieux personnage, Monsieur Nakamoto, voulait, c'est juste éliminer le middleman, donc éliminer la tierce partie. Donc aller dans le peer-to-peer, donc de vous à moi directement sans passer par une banque. Donc les banques deviennent obsolètes dès là. Donc c'est ça. Donc là, Madame Lagarde a parlé devant un grand panel d'investisseurs, de banquiers et ainsi de suite lors de, comment dirais-je, je vais vous montrer les histoires, là, il y a Jimmy Dimon qui est là-bas, le nom me revient là, c'est IIF, un truc comme ça, et donc voilà, donc elle a mis ses gros commentaires, et vous voyez qu'elle était déjà, rappelez-vous, la semaine passée, déjà, je vous avais mis quelques clips où elle était en train de parler de cela, et ben, maintenant, ben, elle en parle, donc il y a bien plus que cela, comme elle dit, donc ça va amener beaucoup de bouleversements, de chamboulements dans le monde financier, et comme on lui dit ici, on lui a demandé si elle allait développer sa propre crypto-monnaie un jour, et Madame Lagarde a révélé que donc le IMF, donc le Fonds monétaire international, avait sa propre monnaie, donc le SDR, donc les Special Drawing Rights, desquels on en a déjà parlé ici, sont en train de développer internement leur propre monnaie. Et rappelez-vous que des organisations comme le ACChain.org, je vous ai déjà montré qu'ils utilisent le SDR et pour acquérir cette digitalisation de biens, donc pour pouvoir participer à cela et investir dedans, ben, toutes ces tokens, donc des SDR, ben, voilà, pour les acquérir, il faut ou du Ethereum ou du Bitcoin. Donc ouais, c'est quelque chose qui est déjà qui est déjà en lancement, qui est déjà en développement. Donc ouais, l'article en gros, ben, ça parle de ça, de tout ce qu'elle est en train de raconter et de tout ce que, comment dirais-je, ce qu'on a déjà vu ici par le passé. Donc ce n'est qu'une continuation et elle ne fait que se répéter et en même temps affirmer et confirmer ce que l'on sait déjà. Donc on voit déjà que ça va être quelque chose de grand et ça va continuer à avancer. Donc là maintenant on va à l'article suivant. On va donner les grandes lignes. Donc là, rappelez-vous, vous allez pouvoir le lire vous-même. Comme on a vu en première page, la Banque centrale indienne est en train de travailler sur quoi? Sur une régularisation du Bitcoin. Et ça, c'est officiel. Donc, rappelez-vous, l'article, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelez-vous que le président Moody, durant les grandes vacances, et oui, je pense que c'est la période des grandes vacances, enfin, on va dire printemps et été, de cette même année 2017, vous avez vu qu'il avait enlevé les grandes dénominations, donc les notes de banque très grandes, donc les 100 roupies, 200 roupies, je pense, et au-dessus. Et ils avaient jugé illégal et donc il y avait des gros problèmes vu que là-bas, l'Inde, c'est un pays qui utilise beaucoup de cash. Donc beaucoup de personnes ont dû commencer à faire des longues files pendant des jours, et ça c'est une réalité des jours, pour, comment dirais-je, ramener les notes de banque qu'ils avaient. Et ça a été très bouleversant pour l'économie du pays durant cette période du printemps et période estivale. Et donc maintenant, bah, c'est quoi? Bah, ce serait bien plus simple pour eux de rentrer dans une espèce de cashless, mais de tendre plutôt vers les crypto-monnaies. Donc ils sont en train de voir tout ça, vu que c'est un pays qui a beaucoup une économie très dynamique et beaucoup de personnes là-bas utilisent du cash. Donc le fait maintenant d'incorporer une crypto, bah, ce serait parfait pour eux, ça va faciliter beaucoup de choses et donc ramener encore bien plus de contrôle. Donc ça, c'est quelque chose de très grand, mais vous voyez ici que les grandes autorités, les personnes en charge, l'information a déjà été filtrée, mais comme ils disent ici, je ne peux pas donner de commentaires par rapport à ces polices-là. Donc par rapport à ce qu'on est en train de préparer, mais l'information a déjà été filtrée et l'information venait de la Reserve Bank of India, donc le RBI. Et donc voilà, ça se sait déjà. Donc là, je vous maintiendrai au courant parce que ça peut être quelque chose de grand. Donc, oui, l'Inde, je crois que c'est le deuxième pays le plus peuplé après la Chine. Donc voilà, c'est le top 2. Et s'il y a une utilité massive, donc on a vu déjà ce que ça faisait avec la Chine, tout le volume qu'il y avait, maintenant ce volume-là a switché vers d'autres pays asiatiques. Mais maintenant, si l'Inde rentre et qui est favorable à ça, et avec l'économie qu'elle a, qui est très 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 dynamique, ça va être encore quoi? Plus de demandes pour le Bitcoin, donc le Bitcoin irait de 6 000 à 10 000. Maintenant, il n'aurait pratiquement plus de limite. Donc, le Bitcoin n'a pas de limite. Donc, voilà, nous, on doit toujours être au courant des news, rappelez-vous, parce que le Bitcoin n'a pas de fondamentaux. Le Bitcoin a une utilité et il y a des forts catalyseurs. Et c'est ça qu'on doit toujours analyser. Donc, rappelez-vous, un trader, un spéculateur est toujours, toujours là à l'affût d'informations, car c'est grâce à ces informations-là que nous, on peut anticiper les mouvements. Et lorsque, bien sûr, on doit avoir une bonne éducation financière, savoir analyser les marchés correctement, et bien sûr, de là, ben voilà, on peut faire des choses magnifiques et avoir des gains magnifiques. OK? Donc ça, vous ne devez pas l'oublier. Rappelez-vous, ben, pour une petite histoire rapide,
un grand spéculateur, une personne que moi j'ai passé énormément de temps à étudier et son profil et sa manière de faire, c'est Monsieur George Soros qui pour moi est le spéculateur number one au monde, on peut dire ce qu'il est. Voilà pourquoi il occupe sa position dans le top 20 des richesses de Forbes et il a fait les plus gros coups. Son Quantum Fund était le fonds spéculatif le plus grand du monde avant d'être détrôné par Bridgewater de Monsieur Ray Dalio, qui lui aussi pour moi c'est le top 2 des spéculateurs traders. Point. Et tout le reste, voilà, ils sont pas là. Moi, je regarde les gars qui sont au top du podium, c'est eux. Donc voilà, c'est tout. Et rappelez-vous son fameux coup en 92, le fameux mercredi noir, où on l'a donné, ça lui a valu le surnom de The Man Who Broke the Bank of England. Pourquoi? Parce qu'il a fait un short, donc une vente à découvert massive sur le pound britannique. Pourquoi? L'information qu'il a eue lui a permis de savoir et d'anticiper les problèmes de réserve de la banque centrale anglaise, donc la BOE, Bank of England, et qui n'allait pas pouvoir supporter leurs devises sur les marchés financiers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Un massif short. Donc une vente à découvert terrible qui lui a valu quoi comme prix 1 milliard de dollars en une seule journée. Donc c'était le pound face au Deutsche Mark, donc il y avait des gros problèmes. Il y a tout un gros documentaire là-dessus sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper George Soros et son fameux coup. Et c'était un trade magnifique. Il explique comment est-ce qu'il a fait cette spéculation. Et la clé c'était quoi? L'information. Donc quand vous avez l'information, vous pouvez anticiper les mouvements. Et vous voyez que ça n'a pas changé. Donc vous voyez que le modus operandi est toujours le même, peu importe l'actif. Ici c'est les cryptos. Moi je fais pareil avec le pétrole, avec l'or, avec l'action d'Apple, avec ce que vous voulez. Donc voilà, on est là. Donc voilà, pour la petite histoire aussi, Apple, avec le lancement qu'il a eu, il était en train de tomber. On a un trade pour des clients et pour moi-même, c'était une entrée à 155. Et vous avez vu qu'on a déjà gagné 1,50 $, voire même 2 $ à un moment donné, à 157 $. Et ben voilà, on avait déjà assuré nos gains. Pourquoi? Parce que une bonne analyse, on a bien anticipé le mouvement, on a eu les bonnes infos, le fondamental nous a dit acheter, mais le technique nous a dit d'acheter à tel niveau où on avait un risque réduit, et voilà. Donc oui, ça fait partie de l'éducation financière, et sur base de ça, et la parfaite interprétation des informations, bah, c'est comme ça que vous arrivez à gagner. Ok? Donc là, on a eu la news sur la Banque centrale indienne, maintenant on continue, on va à Abu Dhabi, et on reste toujours dans les grandes nations, dans les grands pays qui sont en train de faire des choses. Et qu'est-ce qui se passe ici? Abu Dhabi, donc l'Émirat, un des 7 Émirats arabes, et un des 7 Émirats arabes unis, donc l'émirat ici d'Abu Dhabi, a décidé de quoi? Ben, Abu Dhabi a régulé les crypto-devises et comme quoi elle les a classées dans l'aspect non devises ici, donc pas dans le forex, mais ils les ont classées comme commodities, donc comme matières premières, et les ICOs, donc les Initial Coin Offerings, comme investissement spécifique, donc voilà, Specified Investment. Donc vous voyez qu'ils y sont favorables, ils ont trouvé quelque chose par rapport à ça, et boum, ils ont créé cela, et donc ça permet aux personnes en toute légalité de pouvoir développer et mettre sur le marché des ICOs, donc faire des levées de fonds, et aussi ben, de pouvoir investir et trader les crypto-monnaies, mais là-bas comme si ce serait quoi une matière première. Donc voilà, comme là-bas il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz dans ces endroits-là, gaz naturel liquéfié, et donc voilà, donc le LNG, donc voilà, ben, ils peuvent venir là et opérer là-dessus comme si c'était cela. Donc ouais, c'est quelque chose de très important et là, ça a été décrété par les plus hautes institutions financières du pays et les régulateurs du marché. Donc là-bas, il n'y a aucun problème avec cela, donc c'est terrible. Donc vous voyez, voilà, donc vous voyez ici là, les grosses institutions et ils parlent exactement de ce qu'ils ont fait. Donc là, ils donnent pas mal de détails par rapport à tout ça. Et, donc voilà, donc en gros... Je vais vous laisser l'article à votre propre discrétion, mais en gros, le gros titre, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a des pays qui en sont super favorables, et ça, c'est très bon, et on voit, ça se reflète dans les prix. Maintenant, on va en Russie, et on va voir un peu ce que M. Vladimir Poutine pense. Donc, vous voyez il en pensait déjà quelque chose de très favorable. Il avait rencontré le créateur de Ethereum, donc du Ethereum blockchain. Et là maintenant, bah, il continue encore à parler, mais ici maintenant son point de vue était un peu plus négatif parce qu'il parlait des risques très sérieux au sujet des cryptos. Et donc là, ils en parlent pas mal. Et donc ici, on va lire un peu un quote, donc une citation. Donc on cite donc les cryptos, donc virtuels et autres crypto-monnaies sont devenues très populaires déjà aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont devenues tellement populaires que maintenant elles sont devenues des méthodes de paiement, donc des instruments de paiement entiers, donc à part entière. Donc elles ont vraiment une réelle place dans l'économie, c'est ce qu'il veut dire par là. Et aussi, ce sont des actifs d'investissement dans certains pays, mais au même moment, les crypto-devises ont quoi? Elles, donc to carry, donc c'est-à-dire elles amènent avec elles des risques très sérieux. Donc ça, c'était un commentaire comment dirais-je, très fort.
Et donc, il y a le commentaire se développe encore plus. Donc, voilà, le tout ici, c'est le côté risque et bien sûr le côté anonymat. Donc, rappelez-vous, gouvernement qui ne peuvent pas contrôler ça, beaucoup de risques, piraterie, ainsi de suite, argent frauduleux, blanchiment d'argent. Donc, c'est tout ce qui est lié à ça. Et donc là, vous allez voir que tous ceux qui sont en train de dire tout ce qu'on vient de voir, on va le ramener à la vidéo de Monsieur Dimon parce que Monsieur Dimon souligne tout ça à la perfection et il donne même un plus au sujet de ce que les gouvernements vont faire dans un futur avec les crypto-monnaies. Donc lui, il est la meilleure place pour savoir exactement ce qui va se passer. Donc en gros, Monsieur Poutine, crypto-monnaie, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, mais son commentaire a quand même un caractère assez négatif. Mais malgré ça, lorsqu'il a dit ces paroles-là, c'est au même moment que s'est produit un flash crash. Donc là, on va le voir dans l'article suivant. Mais Bitcoin est descendu de quoi? De 700 à 1000 dollars, mais s'est récupéré directement et comme une fusée a surpassé les 5000 dollars et les 5500 dollars. Et donc maintenant, voilà, a caressé les 5800 et maintenant on fluctue dans cette zone de prix. Donc là, maintenant, on voit l'article suivant de CNBC. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin a souffert un mystérieux flash crash dans les populaires crypto-indices. Mais ça n'a pas été rapporté dans tout, comment dirais-je, dans tous les exchanges. Donc on voit bien ici que quoi, comme on vous dit que dans a été rapporté par coindesk.com et quoi, on voit que lorsque le Bitcoin était à ces prix-là, 4800, il y a eu un flash crash de entre 600 même 1000 dollars dans certains, donc c'est un minimum quand même de 600 sûr, qui est tombé à 4200 même voire plus bas dans certaines sources que j'ai eues, mais bon, celle-ci était quand même la plus fiable vu que les autres ne pouvaient pas apporter d'image par rapport à ça. Et après, ben, est remonté à 4800 et de 4800 a surpassé les 5000. Et là, vous voyez, vous avez de la jolie vidéo ici. Et vous voyez ici sur le graphique le flash crash qui est reporté. Donc, vous voyez ici, quoi, boum, ce gros pic là que vous voyez, ben, c'est vraiment ce flash crash qu'il y a eu. Donc, il dit que c'était 600 à Coindesk, c'était 600 et d'autres endroits, ça a même atteint les 1000 dollars. Mais voilà, ça n'a pas fait trop de news. Ça s'est récupéré rapidement. Cela n'a duré que 10 minutes et directement après, boum, c'est reparti à la hausse. OK? Et donc là, le Coindesk, ouais, coindesk.com, donc qui est la page que nous on regarde, prend ses prix de différentes sources, principalement de Bitstamp, de Coinbase, de Hitbit et de OKCoin. Et tous ces indices-là, ben voilà, Coinbase, on va dire ça comme ça, font un peu une moyenne des différents prix et c'est comme ça qu'ils peuvent nous donner les prix de la cotisation du Bitcoin. Vous voyez, parce que chaque exchange peut mettre ses, comment dirais-je, ses conditions, qui sont quoi? Ce qu'on appelle le spread, donc le prix d'achat, donc le prix d'offre et de demande, donc le prix d'achat et de vente, donc ça va varier. Donc ce que fait Coindesk, ça nous fait une moyenne. Par exemple, ici, lorsqu'on voit 4787, moi, par exemple, Searchcoin Exchange, je peux mettre 4790, 4790 et un autre peut mettre 4785. Donc, voyez, on va faire une moyenne de ça, bah, ça va être 4788 ou bien 4786 et demi. Voyez, un truc pareil. Donc là, c'est vraiment sur base de ça. Donc, certains exchanges, donc Coinbase, lui, a reporté le flash crash, mais d'autres non. Donc, voilà. Et ça, c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé au broker, tiens, comme moi j'étais là et je venais mettre un short, donc une vente à découvert, et la vente à découvert n'a pas eu lieu, le broker ne m'a pas exécuté. Pourquoi? Parce que lui, il ne m'a pas mis tel mouvement. Donc ça arrive. Et par exemple, lorsque je regardais dans d'autres graphiques ou dans d'autres sources ou dans une autre plateforme de trading, cette plateforme-là, oui, me montrait par exemple une grosse baisse. Et ça m'est déjà arrivé sur le Bitcoin exactement. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était avant le printemps, donc période février-mars. Une chose pareille m'est arrivée et j'étais resté ébahi. Donc je me dis, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi j'ai mis un short et là je vois que le short se fait, même dans, comment dirais-je, dans investing.com, là où moi je regarde, là où je fais toujours mes analyses, ainsi de suite, je fais toujours en dehors de la plateforme du broker, je regarde là et ensuite j'essaie de comparer avec différentes sources. Et là on voyait le short, mais dans la plateforme, dans une des plateformes de trading que j'utilise, et, le short n'apparaissait pas et j'avais mon ordre qui était mis, et ben l'ordre n'a jamais été exécuté. Pourquoi? Parce que eux, ben, cette baisse massive, ils ne l'ont pas compté. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent, il faut faire avec. Et donc voilà, donc, ouais, pourquoi je dis toujours, ne jamais mettre tous ces œufs dans le même panier, même au niveau des comptes, avoir toujours 3 ou 4 comptes différents. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'ai différents comptes de trading dans lesquels je recopie pas mal, souvent les mêmes opérations, pour être sûr que si je ne suis pas exécuté là, ben là, je suis exécuté parce que ouais, chacun des brokers donne ses conditions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc voilà, là c'est pour le flash crash. Et maintenant on va aller à ce qui nous intéresse, l'homme du moment, mon très cher ami,
Monsieur Jimmy Dimon, CEO de JP Morgan. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le gros titre de ce cher monsieur, c'est Stupid. Donc, il dit que les gens qui investissent dedans sont stupides. Donc, on va le lire parce qu'il faut avoir sa citation. Stupid, Bitcoin buyers will pay the price. Donc, il dit c'est stupide, ils sont bêtes. Ceux qui achètent le Bitcoin vont payer le prix. Donc, le prix, c'est quoi? Il s'attend quoi? À la catastrophe. Donc là, il avait juré, enfin, il avait promis qu'il avait pu parler de ça, mais il continue à parler parce qu'on lui a posé la question. Mais là, je dis, faut pas croire ce que moi je suis en train de vous dire, il faut voir la source et vraiment voir ce qu'il est en train de dire. Donc là, c'est vraiment le travail d'investigation. On va voir ce qu'il dit. Donc en gros, je vais vous donner d'abord les gros titres. Pourquoi? Pour ceux qui auraient du mal à comprendre son anglais parce qu'il peut parler rapidement. En gros, l'article, vous voyez, ça reprend les citations de ce que le Bitcoin est en train de dire. Premièrement, il en avait déjà marre qu'on lui pose la question. Il a pris un ton très sarcastique, très ironique et ainsi de suite. Donc il a bien fait rire l'audience. Et il est en train de dire que Bitcoin pour lui c'était tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça ne repose sur rien. Lui, c'est un grand banquier et il a une banque, comme il dit, qui fait un volume journalier, écoutez bien, un volume quotidien de 6 trilliards de dollars. OK? Et le Bitcoin n'a qu'un volume de 1 milliard de dollars à la journée. Et quand on parle de la capitalisation de marché de toutes les cryptos ensemble, maintenant avec le Bitcoin qui est proche qui a surpassé même Goldman Sachs, donc qui est au-delà des 92 milliards pardon, de dollars, ben, la totalité maintenant ça doit faire qu'on est dans les 160, on va aller le vérifier là tout de suite, dans les 160, 170 milliards de dollars quand on prend toutes les cryptos ensemble. Et maintenant, ben, qu'est-ce que cela fait? Même proche des 200 milliards maintenant, je pense, avec les montées qu'on a dû voir. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour lui, bah, c'est insignifiant, c'est ridicule, mais comme il dit, pour lui, bah, c'est toujours relié à la criminalité. Il le dit bien, si tu vis en Corée du Nord, si tu es à Cuba, si tu es au Venezuela, bah ouais, là peut-être tu vas t'en servir. Si tu es un gros criminel, tu blanchis de l'argent, c'est bien pour toi. Mais il dit non, on veut des choses sérieuses. Et là, maintenant, il a souligné des choses très importantes que moi je me dis, oh, comment est-ce que le gars, quand même, il peut dire ça? Bon, je sais pas si tout le monde entend la même chose que moi, mais bon, voilà. Mon cerveau, moi, il fonctionne d'une manière bien spéciale, donc qui est la mienne. Et il a parlé de ce que les gouvernements allaient faire. Il dit que les gouvernements est ce qu'ils ne contrôlent pas. Et il a dit lui-même que les gouvernements vont venir et vont faire la fête au Bitcoin et vont eux-mêmes créer leur Bitcoin. Mais par contre, il a dit une chose très importante, c'est que ce qui les intéresse, c'est la technologie blockchain. Parce que dans le panel qu'il y avait, il n'y avait que des CEO. Donc il y avait lui, il y avait le CEO de BlackRock, dont je vous ai montré une vidéo la semaine passée, qui lui aussi a dit que le Bitcoin, non, mais le blockchain, oui. Et eux déjà sont déjà en train de faire des transactions entre eux avec le blockchain. Et donc en gros, il est réellement en train de parler comment dirais-je, de tout ça et de dire que oui, il faut qu'il y ait une crypto-monnaie qui soit backée par une monnaie fiat, donc backée par une banque centrale et backé par un gouvernement. Et là, vous allez voir, ça va nous renvoyer à ce qu'on va voir avec le BIS, donc la Bank of International Settlements, et tout ce que l'on a vu déjà par le passé, tout ce que j'ai en archive. Rappelez-vous que je vous ai parlé de Utility Settlement Coin que va développer UBS qui vont lancer en 2018. Je vous ai parlé de pas mal de blockchain, l'utilité du Ripple et de tous ces trucs-là. Donc on a vu plein de choses concrètes et factuelles de tous ces gros players, comme je les appelle, de toutes ces grosses institutions qui parlent en bien du blockchain et qui sont en train de développer eux-mêmes leur propre crypto. Rappelez-vous, la Suède qui va développer le e-Corona. On a maintenant quoi? On a le Japon qui va faire le G-Coin. On a la Chine qui pensait à ça, même M. Poutine pensait à développer le rouble et le mettre sur le blockchain Ethereum. Pourquoi? Parce que eux, pour tous leurs échanges, rappelez-vous que l'Ethereum sert principalement pour les smart contracts, donc des contrats intelligents. Rappelez-vous que la Russie exporte des matières premières, dont le numéro un, le pétrole, c'est le premier producteur au monde de pétrole. Bon, la Chine est le premier producteur au monde, mais le pays qui produit le plus de barils au monde, c'est quoi? Ben, c'est qui exactement? C'est la Russie qui ont près de 11 millions de barils par jour. Donc là, eux, pour pouvoir exporter le tout, ben voilà, en ayant des smart contracts pour leurs commodités, ce serait l'idéal pour eux. Donc vous voyez que là, là c'est l'utilité qu'eux, ils en ont. Mais le Bitcoin, c'est quelque chose qui les échappe. Donc ils doivent essayer de créer la même chose que le Bitcoin et tuer l'autre. Là, vu que maintenant on a vu la popularité qu'a le Bitcoin, rappelez-vous ce qu'on a vu comme article au début. Le Bitcoin, comme disait Madame Lagarde, c'est super connu. Tout le monde le connaît maintenant, tout le monde l'utilise. Enfin, parce que tout le monde l'utilise, c'est quand même cher, mais tout le monde en parle. Donc juste ça, quelque chose qui fait le buzz, ben voilà, on doit être dessus. Donc en gros, lui, il parle de ça. Et maintenant, moi, je vais arrêter de parler et je vais laisser la parole directement à Monsieur Dimon lui-même. Donc on va l'écouter. Ok, on va voir ce qu'il dit lui-même. On va le remettre au début. Donc on va le laisser parler. Donc tout ce que je vous ai dit, lui-même va en parler lui-même. Allez, on y va. C'est 3 minutes. Donc écoutez, c'est super intéressant ce qu'il dit. Oups, pardon. I got to ask the B question.
Bitcoin. You made a lot of news. What's the bottom line? I could care less about Bitcoin. I don't know why I said anything about it. The blockchain is a technology, which is a good technology. We actually use it. It will be used for a lot of different things. God bless the blockchain. Cryptocurrencies and digital currencies, I think are also fine. JP Morgan moves $6 trillion around the world every day. We don't do it in cash. It's done digitally. If it can be done digitally with the blockchain, so be it. But it'll still be a dollar cryptocurrency. What I have an issue with is a non-fiat cryptocurrency. Dollar, so crypto, sterling, euro, yen, they're all fine. I don't personally understand the value of something that has no actual value. You all can do whatever you want, and I don't care. Okay? All right? That sounds definitive. Bitcoin hit a new high today. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. So tulip bulbs traded for $75,000 once, something like that. The only value of Bitcoin is what the other guy will pay for it. And I think, honestly, I think there's a good chance that Bitcoin, a lot of the buyers out there are up there jazzing up every day so that maybe you'll buy it too and take them out. And I quite mean that, by the way. These people are very good at manipulating the press these days and getting news out. And so every day, you have CNBC, nonstop Bitcoin. Who cares about Bitcoin? I mean, the world economy is so big. We move, JP Morgan alone, these companies, $6 trillion. We move all the way. And Bitcoin in total is, all these currencies are $50 billion, maybe $1 billion trades a day. And the other thing I've always made of Bitcoin, governments, and this is not a technological statement, governments are going to crush it one day. Governments like to know where the money is, who has it, and what you're doing with it. And in case you haven't noticed. Okay? And governments like to control their currency, like to control their own economy. So China's already put curbs on it. Japan, they say Japan accepted Bitcoin. No, they didn't. What I gathered Japan did was they told a J-coin, it's a yen cryptocurrency. It's not a non-fiat. And there's a big difference. People have said legitimately, okay, it's close to gold. Not really. Gold is limited and has been around a long time, and it's close to a fiat currency. Not really. A fiat currency is where the government says, this is your legal tender. You have to give it and accept it. And there's a central bank. Now, of course, they can misuse it, the central bank, and inflate it. So there is a use case for Bitcoin. If you live in Venezuela, North Korea, or if you're a criminal, great product. I mean that. It's better than cash or deposits in that country, Cuba. But this is the last time I'm ever going to answer a question about Bitcoin because I really don't care. Donc voilà, donc vous avez vu ces paroles, comme je vous disais, il en a parlé, il a dit quelque chose de très sérieux au sujet des gouvernements. Vous avez entendu ce qu'il a dit au sujet des gouvernements. Les gouvernements aiment le contrôle, ils vont eux-mêmes dire ça, c'est les notes de billets que vous allez utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser ça, voilà ce qui va vous arriver. Vous avez entendu ça lui-même, ses propres paroles, mais ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. Il est très bien placé pour savoir ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Et comme il a dit lui-même, rappelez-vous, quand il parle des autres pays, comme moi, ce que je venais de vous dire, la Suède qui fait le e-krona, pardon, vous avez maintenant l'Inde qui rentre dedans, vous avez des pays comme le Japon, et il a très bien souligné, la Chine qui a dit stop au ICO, stop aux exchanges, stop au Bitcoin, maintenant c'est quoi? C'est le e-yuan, la Russie qui veut faire le rouble aussi en crypto, et le Japon, il dit oui, le Japon a accepté le Bitcoin, mais comme il a dit, il a bien souligné, le Japon est en train de développer le J-Coin, et là on va le voir aussi tout de suite, et même d'autres pays que vous n'allez même pas soupçonner qui sont déjà en train de le faire et c'est déjà là. Et comme vous voyez, il a souligné rapidement. À côté de lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était le CEO de BlackRock, dont je vous ai montré l'interview la semaine passée. Il parlait du blockchain, comme il a bien dit, on bouge 6 trilliards à la journée. Et donc, principalement, comme il dit, tout cet argent-là est déjà digital. Donc, on est déjà en train d'utiliser des cryptos. Mais comme il dit, ça va être un crypto fiat. Et là, on va le mettre sur le blockchain. Et nous, ça va nous aider. Et non une chose comme le Bitcoin qui n'est pas contrôlé, donc qui n'est pas centralisé. Donc, vous voyez, la grosse guerre, elle est là. Centralisé contre décentralisé. Eux, ils veulent quelque chose qui est centralisé, qu'ils vont pouvoir contrôler. Et il a bien dit lui-même, les banques centrales vont pouvoir manipuler cela avec l'inflation et la déflation. Donc ça, c'est un tout autre problème, mais ça va être ce qu'on appelle un legal tender. Legal tender, c'est quoi? C'est une note de billet acceptable avec laquelle, c'est quoi dire, c'est un instrument d'échange et de commerce légal au sein d'une nation.
Donc en gros, c'est ça. Donc là, vous avez eu ses propres paroles, Monsieur Jimmy Dimond, et comme il a dit, ben, après, il ne veut pas en parler, il a même encore allé plus loin, parce qu'à la fin, dans une autre interview, donc l'interview qui était un peu plus loin, il a même dit que sa fille avait 2 bitcoins, il a dit, ah maintenant sa fille aussi est devenue stupide. Donc il a dit là en direct, mais là, ils ont coupé juste avant ça. Donc là, voilà. Donc, ok, donc ça, vous l'avez, vous allez avoir la vidéo, comme ça, vous allez pouvoir la regarder tranquillement. Et maintenant, on continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va? Là, on va parler rapidement du Segwit 2X. Donc là, vous voyez qu'il y avait de la grosse page bitcoin.org, qui est la page principale de toutes les news de Bitcoin et de la communauté Bitcoin. Ils ont commencé à bâcher, donc à parler négativement de au sujet de tous les exchanges qui allaient accepter ce gros changement. Maintenant, juste pour souligner et ramener une grosse ligne dessus, ne vous inquiétez pas, vous avez l'article ici, donc vous allez pouvoir voir exactement tout ce qui est en train de se passer. Mais eux, principalement, c'est une vidéo qu'ils ont émise. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est quoi? C'est que vous avez vu que maintenant, qu'il y a des pays où il y a beaucoup de volume qui, eux, sont pour le Segwit 2X, comme on l'a vu au début sur Coindesk et cryptonews.com. Il y a Bitcoin, je ne sais plus, Bitcoin News, je ne sais plus c'était quelle page exactement, qu'on a vu au début, qui sont pour. Et donc là, ouais, qu'est-ce qu'il emporte ici lorsqu'il y a du volume? Moi, je vous dis la vérité, ça m'est égal, moi, qu'il fasse un X ou Y ou Z ou Segwit. Non, nous, on est là pour spéculer, pour trader. Nous, on est là pour capitaliser sur les mouvements. Donc nous, on analyse toutes ces informations. Pourquoi? Parce que ce sont là les catalyseurs. Donc comme je dis, rappelez-vous, ce sont les catalyseurs. Et lorsqu'on a des catalyseurs, des bons catalyseurs, ben nous, on va gérer notre risque par rapport à notre capital, par rapport à ce qu'on a, et on va anticiper les mouvements ou à la hausse ou à la baisse. Ça nous est complètement égal. Donc, ouais, à la hausse, là, c'est ce qu'on peut faire. Donc, c'est ça que je vous dis que, voilà, entrer dans l'arène des spéculateurs, c'est bien parce qu'on peut fortement capitaliser, mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir comment le faire. Ok. Ceci n'est pas une incitation, ceci, c'est de l'information et de l'éducation pure et dure. Ok. Donc là, maintenant, on va laisser ce côté-là et maintenant, on va aller à un autre monsieur, un autre grand banquier d'investissement qui est monsieur Sergio Ermotti, CEO de UBS. Et là, maintenant, on va jouer aussi une vidéo où lui, il est en train de parler, mais pas sous le même ton que je n'aime pas beaucoup, d'ailleurs, le ton de monsieur Jimmy Dimon, mais lui, avec un autre ton, mais vous allez voir un peu ce qu'il parle. Lui, il parle plutôt de la relation du Bitcoin et ses propres clients, parce que maintenant, c'est indéniable, on en parle partout et tout le monde en parle. Et rappelez-vous, lorsque vous voyez un actif qui gagne 400 ou 500%, et des compagnies qui font du 4, 5%, 10%, ou même le marché en général qui fait 25, allez, entre 15 et 25% à l'année, et vous avez quelque chose qui juste là maintenant est dans les 400%, les gens qui ont de l'argent, ils en veulent plus. Donc tout le monde est là pour faire de l'argent. On est dans le capitalisme. Capital, il y a le mot capital dedans. Donc moi, on a des capitaux et on veut fructifier ces capitaux. Donc si tu ne me mets pas là où ça fructifie, il y a un problème. Donc vous voyez que maintenant, les clients demandent au money manager, et pourquoi tu n'as pas investi là-dedans? Moi, je veux des retours et là, il y a un gros retour. Donc arrête des histoires. Je veux de l'argent, point très à la ligne. Donc vous voyez, il y a aussi ce débat qu'il y a au sein des banques, et les journalistes, les intervieweurs posent ces questions-là. Et là, maintenant, on va voir exactement qu'est-ce que M. Sergio Ermotti répond par rapport à ça. Donc là, on va aller à l'interview. Et là, c'est une petite interview d'1 minute et on va voir ce qu'il en pense. Donc, on écoute, on le laisse parler. One thing that we didn't get to talk about in the magazine was cryptocurrencies. Is anybody coming to you and asking for more Bitcoin? People are more curious than really willing to invest. Yeah. I don't think that there is any meaningful desire by high net worth individuals to take big bets on this kind of phenomenon. And are they curious right now? And what's your sort of house view on cryptocurrencies at UBS? On cryptocurrencies, at the end of the day, we believe that existing currencies may move into becoming more of a cryptocurrency, and something that make it much easier for intermediaries, for clients to exchange services and pay for services. Don't really believe that there is much room for the creation of new currencies if there is no real backing for hard and credible issuer of that currency. You're saying that billionaires don't want to speculate with Bitcoin at this stage? It doesn't look like it. It's definitely premature to do that. Voilà, donc là, voilà, j'aimerais bien attirer votre attention sur quelque chose. Vous avez vu qu'il a dit exactement les mêmes choses que M. Jimmy Dimon, mais autrement. On lui a demandé, est-ce que tes clients, ils sont intéressés par le Bitcoin? Il dit non, pas réellement. Il dit que pour lui,
ce n'est pas vraiment quelque chose dans lequel des personnes très fortunées devraient commencer à se mettre dedans, mais par contre, il a dit quelque chose qui rejoint ce que M. Jimmy Dimon a dit, quoi, le issuer. Donc, issuer, c'est qui met cela en circulation, un gouvernement et une banque centrale. Il a bien dit que dans un futur très proche, on aura des banques centrales et des gouvernements qui vont travailler ensemble pour développer les monnaies actuelles que l'on connaît, donc l'euro, le dollar, le yen, tout ce que vous voulez, et ça deviendrait des cryptos. Et là, nos clients viendraient. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement qui c'est qui est derrière, qui c'est qui le régule cette chose. Donc, oui, c'est très important. Vous voyez que ils ont des discours différents, mais le fond de leur discours est toujours le même. Et ensuite, on lui a posé la question, comme vous l'avez entendu, elle lui a parlé de spéculation. Penses-tu que tes clients vont spéculer là-dessus? Et pour lui, ben voilà, il parle d'une manière très diplomatique. Il dit que voilà, il y a énormément de risques qui sont derrière. Mais donc voilà, les clients, ils ne pensent pas que les clients qui sont super fortunés vont venir dedans. Mais moi, comme je vous le dis, et ayant vu et connaissant personnellement des personnes du UBS ici en Espagne, dont le CEO de UBS ici en Espagne, et quand je vois un peu leur trading floor et ce qu'ils font comme retour au niveau du trading, ouais, c'est difficile qu'un actif qui fait 500% en un an, même plus, passe inaperçu et que vous n'ayez pas de l'argent mis dedans. Parce que voilà, les personnes qui vous donnent de l'argent, ils veulent que vous l'investissiez là où ça bouge, là où il y a du retour, et on s'en fout de ce que c'est. Voilà, comme j'ai entendu un money manager qui disait, lui, même si c'était du caca de vache et qu'il y avait un dérivé sur le caca de vache et que ça bougeait 1000%, il s'en fout, il va dedans. Pourquoi? Parce que c'est son business et lui, il cherche de la rentabilité. Donc voilà. Et là, c'est des discours diplomatiques, mais comment dirais-je, behind closed doors, donc dans les endroits clos, fermés, cercle, comment dirais circuit réduit, les discours ne sont pas les mêmes. Donc là, moi, je vous dis d'expérience propre. Okay. Donc voilà, CEO, Monsieur Sergio Ermotti de UBS. Maintenant, on va continuer. Maintenant, encore une autre vidéo, vous voyez qu'on va rester du côté où il y a tous les gros noms qui parlent, donc faire un peu un résumé de tout le monde. C'est intéressant de voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, voir les contradictions, vous voyez les points qui sont en commun, ceux qui soulignent, vous voyez que les points reviennent souvent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des grands noms, donc des gros investisseurs en train de parler, donc maintenant de parler ouvertement au sujet du Bitcoin. Certains sont optimistes et d'autres aussi parlent tout aussi fort, mais comment dire, les optimistes sont bien plus forts, donc parlent bien plus fort, crient bien plus fort que leurs collègues qui ont un point de vue négatif sur le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, vous voyez des grands noms comme Jimmy Dimon, comme on l'a vu, et il parle comment dirais-je, de ce qu'il a. Donc, vous avez vu ce qu'il a. Rappelez-vous le milliardaire Novogratz ici qui va maintenant faire un fonds de Bitcoin avec 500 millions de dollars et qui lui dit que le Bitcoin va aller à 10 000 dollars d'ici un semestre et 10 mois. Donc, dans moins d'un an, il voit, comment dirais-je, le Bitcoin arriver à 10 000. Donc là, lui, il dit, pour lui, c'est une aubaine. Il dit, on ne peut pas rater ça. Donc, vous voyez, lui, il a ce côté spéculatif. On a un truc qui monte, on doit être dedans, point. Et donc, voilà. Et donc, on a encore pas mal d'autres qui sont en train de parler dessus. Donc, vous voyez un peu différentes personnes à gauche, à droite. Mais vous voyez que maintenant, la majorité, ils arrivent en étant tous, comment dirais-je, bien plus positifs. Et rappelez-vous, il y avait aussi le CEO Lloyd Blankfein de Goldman Sachs aussi qui disait, oui, il veut commencer une opération trading, mais il ne sait pas encore trop comment il va y aller. Mais quand on pense à ça, avec les retours qu'il y a, ils vont rentrer dedans d'une manière ou d'une autre. Okay. Donc, c'est juste la manière que ce soit accepté. Et donc là, maintenant, ben voilà. Ici, il y a une petite vidéo de 2 minutes et vous allez voir un peu les avis de tous les différents CEO et tout ce qu'ils en pensent. Donc, on va jouer ça rapidement. Cryptocurrencies and the blockchain technology, which is really, I think, as you've discussed, just the next-gen database. The analogy, I think, is really the internet. Email was the first killer app on the internet, and look what's happening over the next 20 years. I think there's a huge opportunity here. You know, I've been investing in Bitcoin and Ethereum and lots of different ICOs, and it's a world that all has access. So you've got people in Taiwan and Korea and Japan and India and the United States and over Europe that can participate. And so I think, you know, you've got to let your imagine run on this one, and things can go for a lot longer and a lot higher. Bitcoin is a bubble. It's a shame. It could be a currency. It could work, I mean, conceptually. It's very much speculative people thinking, can I sell it at a higher price? And so it's a bubble. You made a comment earlier today that Bitcoin was a fraud. Yeah. Why is Bitcoin a fraud? Governments, the first thing they do is form a currency. They like to control the currency. They control it through a central bank. Right now, they look at it as a novelty.
wait until it's used for illicit purposes, which it is somewhat used for illicit purposes, they close it down. The decentralized revolution goes after institutions that are rent takers. Banks are rent takers. And so, I think Jamie shareholders should be happy that he's doing what he's doing. He's probably been the best banker of his generation. So I'll leave it at that. But I think he's going to be wrong with Bitcoin. Donc voilà, donc là vous avez les banquiers et tout le monde, vous avez vu les avis de tout le monde, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et donc vous avez vu en gros ce que ça fait. Là maintenant, vu qu'on a parlé de tout ce qui est banquier et ainsi de suite, on va aller à la banque centrale, des banques centrales, donc à la BIS, et on va avoir cette première vidéo d'interprétation. On va laisser ce monsieur parler et montrer réellement les idées qui sont derrière, et après on a un papier, on a tout un article avec tous ceux qui sont en train de développer, et on va réellement y jeter un œil bien plus profond là-dessus. Donc on va écouter ce qu'il dit. On va remettre ça au début. Et donc lui, il va nous souligner les grosses lignes. Après nous, je vais vous donner les gros points et vous allez avoir le lien par rapport à ça. Donc on écoute, c'est très intéressant ce qu'il dit. There's a lot of debate or even hype surrounding Bitcoin and other cryptocurrencies at the moment. Many people predict that new technology will fundamentally change the way the financial system operates. Some are even proposing that central banks issue their own cryptocurrencies, and some are in fact experimenting with the underlying technologies. We try to explain what central bank cryptocurrencies are, or perhaps more correctly what they might be, as no central bank has issued one yet. The money flower. We develop a simple taxonomy to understand how past, present, and potential future forms of money relate to each other. We classify money depending on whether it is universally accessible, electronic, central bank issue, and whether transfer are peer-to-peer or done in a decentralized way. For example, cash is peer-to-peer, central bank issued, and accessible to everyone, but obviously not electronic. The money flower also shows that there are two potential forms of central bank cryptocurrencies. One that is open access for consumer or retail payments, and one that is restricted to banks or other financial institutions for so-called wholesale or interbank payments. In general, the way we pay is changing rapidly at the moment. In Sweden, cash is disappearing and the central bank is trying to figure out whether it should provide a digital alternative to cash. Central bank cryptocurrency is one, but not the only option. For example, using existing technology, it is possible to give the general public direct access to accounts at the central bank. But only central bank cryptocurrencies would preserve some of the anonymity features of cash. However, it is still early days in terms of central bank cryptocurrency, and adoption is not a foregone conclusion. Many issues still need to be analyzed and understood. Wow. Donc ici, je vais vous en faire un résumé rapide et on va voir ça en même temps. Ne vous inquiétez pas, tout ça, vous allez avoir. Ce qu'il a dit en gros, on a les cryptos et tout ce qu'il y a. Donc rappelez-vous, tout ce que les Jimmy Dimond et tout ça, ils ont dit au début, c'est que voilà, il faut que ça soit contrôlé par le gouvernement, et le gouvernement, il contrôle ça grâce à quoi? En passant par une banque centrale qui, elle, va donc qui, elle, va mettre en circulation une monnaie fiat. Et maintenant, ils vont faire la même chose, mais avec un CBCC. Donc oui, ici, ça veut dire quoi? Central Bank Cryptocurrency. Maintenant, la chose qui est, c'est quoi? Il dit, c'est encore, donc en gros résumé, c'est encore dans une phase initiale. Ils sont en train d'étudier comment ils sont en train de pouvoir développer ça et pouvoir le faire. Et il a parlé de ce dont on a déjà vu ici dans les crypto-rapports de la Suède et tous ces pays qui sont en train d'utiliser de moins en moins de cash et qui sont allés vers des paiements digitaux. Comme l'a aussi souligné M. Jimmy Dimond, que tous les transferts qu'ils font, donc de ces 6 trilliards à la journée, tout ça c'est déjà digital. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut deux utilités pour le CBCC. Donc, c'est-à-dire quoi? D'un côté, le peer-to-peer, donc lorsque nous, on va aller faire nos courses tous les jours. Et d'un autre côté, pour les grandes institutions, pour qu'elles fassent leurs transactions entre elles. Et là, maintenant, ce serait quoi? Ce serait maintenant que lorsqu'on va avoir des cryptos, donc les CBCC, qu'est-ce qu'il y aurait? Tout client, donc toute personne dans une nation, par exemple vous en France ou moi ici en Espagne, on va directement tous avoir un compte à la banque centrale, du pays. Donc voilà, la banque centrale de France, nous la banque centrale d'Espagne, et on aura tous un compte là-bas, et à partir de là, on aura des choses. Donc on va préserver notre anonymat, comme on l'a avec le cash. Vous voyez, au cash, lorsque vous avez du cash, vous avez votre compte en banque, à la Société Générale ou à BNP Paribas. Qu'est-ce que vous faites? Directement, vous allez vous retirer le cash, et à partir de ce moment-là, on ne sait pas ce que vous avez fait avec le cash.
Tandis que lorsque vous payez avec carte, on sait que vous avez été au Carrefour, que vous avez été mettre de l'essence là, à telle heure vu que vous avez le reçu, et tout est marqué dedans, et électroniquement, on voit vos comptes en banque, vos numéros de carte, et ainsi de suite. Votre signature, c'était digital, ou si c'était par PIN. Donc là, on sait exactement. Donc là, c'est le côté traçabilité. Maintenant, le cash donne de l'anonymat, parce que vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc, je peux acheter quelque chose au marché noir, ou acheter une paire de chaussures à mon voisin du 5e, et personne ne va le savoir, c'est entre lui et moi. Et donc là, maintenant, les banques centrales vont aussi permettre cela, mais directement maintenant l'anonymat entre la personne directement et son compte qu'elle a à la banque centrale, et ça va lui permettre, comment dirais-je, de faire des transactions peer-to-peer sans que personne ne, comment dirais-je, sans que personne ne le sache, excepté la banque centrale. Donc oui, là ce serait quoi? Ça va être dénaturalisé de ce que monsieur Satoshi Nakamoto voulait faire, et on va ramener le tout au niveau central. Pourquoi? Parce que le middleman ne va pas être effacé, et il y aura toujours une personne qui sera là pour contrôler. Donc le Big Brother dans ce cas-ci, ce serait quoi? Le gouvernement et la banque centrale. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que eux ils sont en train de développer à la BIS. Donc ici, vous avez leur site internet, Bank for International Settlements. Et donc voilà, et ils expliquent pas mal de choses. Donc oui, c'est très technique, c'est très lourd. Je vous dis, même moi, lorsque j'analyse les vidéos qu'ils racontent, c'est des vidéos, parfois des sessions de 4 heures où vous avez envie de vous endormir. Mais c'est en plein milieu de la vidéo qu'ils vont vous dire un truc super important. Donc voilà, ça fait partie du métier de trader, de spéculateur, où on doit être à l'avant-garde de l'info. Donc là, ils expliquent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et la chose la plus importante dont ils parlaient, c'était ceci, le money flower. Donc on va l'agrandir en grand pour que vous le voyez bien. Et vous voyez qu'il a parlé un peu, oui, peer-to-peer, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est là où les crypto-monnaies ont été créées. Avec le Bitcoin, c'était créé pour ça, le peer-to-peer. Donc éliminer ici, vous voyez ici, Central Bank Issue. Donc ce que disait M. Jimmy Dimon. Lui, il est dans cet ensemble-là. Donc, oui, là où il contrôle tout ce qui est en train de se passer. Mais le peer-to-peer, c'est en dehors de ça. Maintenant, comme vous voyez que l'ensemble bleu, donc des banques centrales, et l'ensemble jaune, qui est le peer-to-peer, donc le blockchain et le Bitcoin, eux, ils rentrent dedans. Mais ils rentrent dedans comment? En faisant le CBCC, donc le Central Bank Cryptocurrencies. Vous voyez, d'un autre côté, pour les instituts, donc le wholesale, et du côté ici, pour les retail. Donc, oui, pour les retail, donc c'est-à-dire pour vous, acheter des vêtements, à manger, ainsi de suite. Et vous voyez que là, ça reprend pas mal de choses. Donc, le CBCC Retail va être compris, va avoir la même utilité que le cash, et la même utilité qu'une crypto, et la même utilité, comme rappelez-vous, Abu Dhabi a classé les cryptos comme commodity money. Donc, commodity money, ça veut dire quoi? Pendant des millénaires, on a utilisé l'or, l'argent, les coquillages, les pierres et les graineries comme si c'était une monnaie. Donc, vous voyez qu'ils mettent ça là-dedans. Et d'un autre côté, avec les monnaies électroniques, vous voyez les virtual currency, cryptocurrency sont ici. Et là, ça va dans tout l'ensemble peer-to-peer. Donc, comme je vous dis, c'est très technique. Il faut comprendre réellement comment cela fonctionne. Donc, il vous faut quand même pas mal de temps pour pouvoir voir la chose. Mais comme vous voyez, il y a quelque chose de très marrant, taxonomie. Donc, à partir du moment où c'est peer-to-peer, on ne peut pas le taxer. Mais une fois qu'on a le CBCC et qu'on rentre dans la sphère peer-to-peer, on peut commencer à mettre des taxes sur les cryptos. Pourquoi? Parce que les banques centrales vont commencer à les mettre. Donc en gros, c'est ça. Vu que c'est du peer-to-peer, ça échappe à leur contrôle, donc cet argent ne va pas être taxé. Mais si les banques centrales rentrent dedans, qu'elles-mêmes distribuent et qu'elles mettent en circulation leur propre crypto, donc euro coin, yen coin, dollar Fed coin ou des trucs pareils comme ils ont envie de créer, ben là, on connaît vos transactions et la taxe, on vous l'enlève directement à la banque centrale. Donc là, tout le monde est content. Donc oui, c'est ça qui doit avoir. Comment collecter là-dessus. Donc le gros problème, il est là. C'est pour ça qu'on veut le contrôle. Et ça, c'est en gros ce que ça vous explique. Donc moi, je vous donne la grosse ligne. Et donc après, ben voilà, à votre propre discrétion, vous avez l'article et vous le lisez. Donc là, oui, ils sont en train de décrire toutes les box et tout ce qu'il y a, et donner tous leurs commentaires. Donc ouais, ils parlent un peu de utility settlement coin. Rappelez-vous ce que UB est en train de faire. Vous voyez qu'on avait le Pokécoin, donc pour le Pokémon Go, je ne sais pas quoi là. On a le Bitcoin, dinero électronique, donc ce qu'on est déjà en train d'utiliser. Mais enfin, ça c'était en Équateur. Donc oui, ils sont en train de parler de beaucoup de choses. Oui, le Precious Metals Coins, le e-gold, le M-Pesa, donc ça c'était en Afrique. Vous voyez, et tous les gros points que l'on vient comment dirais-je, souligner. Rappelez-vous le point du e-krona en Suède. Donc là aussi, ils reviennent dessus. Donc oui, tout ce que l'on a vu, tout ce dont on est en train comment dirais-je, de parler par rapport tout ce que l'on a vu dans les comment dirais-je, dans les crypto-rapports passés, ben voilà, ici tout est résumé avec leurs propres mots et tout ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, ils en ont tiré leur propre
conclusion. Et aussi, voyez encore une chose, comme je vous disais, aux États-Unis, ils sont en train de regarder, donc la Fed est en train de voir les possibilités d'avoir quoi? La Fedcoin. Donc là, vous avez un papier directement qui va là-dessus. Vous voyez, qui quoi? Fedcoin, Government Cryptocurrency. Donc vous l'avez là. Donc là, on en parle directement. Donc voilà, l'idée c'est ça, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec ce truc-là parce que c'est un truc qui est très technique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de très près. Et là, vous voyez ici, ben, on en parle. Donc ouais, dans le graphe B, le Money Flyer avec des exemples sélectionnés, donc la Fedcoin qui serait la monnaie des États-Unis et le Catcoin qui a déjà été testé. Et ça, c'est la monnaie alternative qu'on aura au Canada. Et ça, ils l'ont déjà testé et est déjà en train d'être testé maintenant. C'était mis en circulation par la Banque centrale canadienne et ils l'ont utilisé pour des transactions au niveau wholesale, donc au niveau institutionnel et pas encore au niveau retail. Donc voilà en gros l'article de quoi il parle. Ok. Maintenant, on continue et maintenant on sort un peu de Bitcoin qui a accaparé tout notre temps et maintenant on va s'intéresser au Ripple. Donc Ripple, vous savez que Ripple a connu quelque chose de magnifique. Donc October Surprise, le Ripple est monté plus de 30% avec quoi, vu que Ripple.net, donc maintenant qui est la page de la compagnie, ainsi de suite, a un 100e membre, un membre numéro 100. Rappelez-vous qu'il y a l'utilité derrière le Bitcoin, derrière le Ripple, et le Ripple a, comme on l'avait vu lorsque j'ai fait le spécial Ripple, donc vous avez la vidéo en archive, on parlait de toutes les grosses institutions qui étaient en train d'utiliser le Ripple. Et vous avez bien vu que c'était que des grosses banques et là, les fondamentaux sont là, dans l'utilité de la coin. Et maintenant, il y a un 100e membre qui vient de se rajouter à la liste d'utilisateurs. Donc, et là, ça fait quoi? Ça fait que les traders ont réagi directement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à acheter. Le Ripple, donc principalement les grosses choses qu'on voit, donc les gros mouvements ici, vous voyez qu'il y a Singapour et l'Inde dont on est en train de parler. Donc vous voyez, Ripple a ouvert un bureau en Inde et aussi quoi? Et aussi à Singapour. Donc vous voyez que ça, ce sont des centres financiers très importants, mais le gros que vous devez retenir, c'est que tout le volume du Ripple se passe en Corée du Sud. Donc ici, on le montre parce qu'on a les plus gros exchanges, donc BitHump, Coinon et Corebit. Ils disent bien que ouais, 70% de tout le volume tradé en, comment dirais-je, en Ripple se passe dans ces trois exchanges et principalement chez où? En Corée du Sud. Donc beaucoup d'investisseurs, la grosse idée ici c'est quoi? Ce qu'on reprend dans le dernier paragraphe, beaucoup d'investisseurs ont un souci par rapport à ça parce qu'ils disent comment ça se fait que Ripple, son utilité et tout ça est fortement basé en Corée du Sud. Donc vous avez encore une fois que les gros utilisateurs, les gros développements, toutes ces économies, le hub réellement pour tout ce qui est crypto, c'est les pays asiatiques. Donc tout se passe là-bas. Donc voilà, ça c'est pour le Ripple. Et maintenant, on va terminer dans les 15 dernières minutes, on va terminer avec notre analyse technique. Et avant cela, on va aller aux performances et au ranking. Donc maintenant, ici, rappelez-vous, on va regarder les performances ici des cryptos. Ici, on a le Forex, donc le classement avec toutes les principales monnaies des pays développés, des marchés émergents, tout ce que vous voulez. Et vous voyez que le Bitcoin, dans ce qui va maintenant, son prix 5709. Au 13 octobre, donc ça c'était hier, vous voyez la montée qu'elle a eu hier, donc 1% de gagné au journalier. À la semaine, 30%, vous voyez qu'aucune monnaie n'a fait cela. Donc rappelez-vous ce que je vous disais, maintenant que vous avez des money managers, leurs clients peuvent dire, hey, toi, comment tu n'as pas pu me faire mes 30% à la semaine, tu n'as pas pu me faire mes 76% dans le mois, et tu n'as pas pu me faire mes 794% à l'année. Pensez réellement qu'il y a un client qui va passer à côté de ça. Même nous, ici, on ne passe pas à côté de ça. Donc vous voyez, nous, on peut fortement capitaliser là-dessus. Donc vous voyez pourquoi est-ce que vous avez vu le côté positif de gros investisseurs, parce que ça, ce sont des chiffres, regardez, aucune monnaie ne vous donne ça. Le dollar du même en un an, il a perdu 5%. Ça, c'est le dollar face à 6 monnaies. Et ici, vous avez quoi? Le pound, lui, par contre, a pris quoi? 8, pratiquement 9%. Mais c'est ridicule, 9% par rapport à près de 800%. Donc, voyez vous-même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, on n'a même pas besoin de faire de commentaires ici. Donc, continuons. Maintenant, on va au crypto-index. On va se focaliser ici aux 10 plus grands de crypto-monnaies et on va voir réellement quoi. Ici, on va s'intéresser au market cap et voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Donc, vous voyez maintenant la capitalisation de marché du Bitcoin est à 94 milliards. Donc, vous voyez un peu